Le bureau des complots. Une question sur les conspirations. On vous répond en toute décontraction. C'est un complot, j'appelle le bureau. Peters et Jacobs, le bureau des complots. Bonjour Peters. Ah, bonjour Jacobs. C'est bien vous, en retard ? Est-ce que le monde vient de basculer dans une réalité parallèle ? Oh, pas de sarcasme, hein. J'ai eu une nuit compliquée. Mon Dieu, mais c'est vrai ? Vous avez une mine épouvantable ? Vous n'êtes pas malade quand même ? Non, pas malade, enfin... Malade peut-être d'une obsession, hein. J'ai ressorti un vieux rêve du placard. À l'époque où j'étais un adolescent un peu enveloppé, disons, moqué par tous, j'avais une envie secrète, jouer de la guitare. Ah ça, je suis sûr que vous le faites pour Nathalie. Cette relation, disons, pour le moins platonique, que vous aimez entretenir à très grande distance. On doit prendre un thé ensemble dans 6 mois quand même, hein, je vous rappelle. Mais c'est vrai que cette folle aventure m'incite à envisager une vie un peu moins monacale. Alors j'ai pris des cours de guitare classique avec l'objectif ultime, le flamenco du XVIIIe siècle. Ah oui, vous n'avez pas choisi la facilité. C'est un peu comme vouloir gravir l'Everest en tongs, mais bon, j'admire l'ambition. En tout cas, voilà pourquoi je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai passé tout mon temps à m'échiner sur une gamme pentatonique inversée sur tempo accéléré. Mais vous êtes maso, Jacobs. C'est l'un des trucs les plus corsés de la guitare. Vous avez fait ça en une nuit ? Oui, et si j'en crois ma voisine, qui a tambouriné au mur à minuit en hurlant « Arrêtez ce massacre », je ne suis pas encore Paco de Lucia. Mon professeur, quant à lui, m'a dit que certains élèves avaient l'oreille absolue et que moi j'avais peut-être l'oreille définitivement perdue. Ah, le tact de certains pédagogues. Et du coup ? Eh bien, j'ai décidé d'arrêter les cours. Je ne peux décemment pas y retourner après un affront pareil, vous me connaissez, Peters. Je vais donc me débrouiller seul. Et croyez-moi, j'apprendrai coûte que coûte par l'effort, la discipline et la solitude. Jacobs, avec tout le respect que je vous dois, vous n'y arriverez jamais. Mais moi, je peux vous aider. Je ne sais pas si vous le savez, mais je joue de la guitare depuis toujours. Ah bon ? Au départ, c'était pour draguer au foyer communal, et puis c'est devenu sérieux. J'ai encore un groupe, on a même une chaîne YouTube qui cartonne, Trash ton doudou, on fait des comptines pour enfants version heavy metal, une souris verte en mode grindcore, ça c'est du brutal, mes gosses adorent. Enfin bref, tout ça pour dire que je peux partager avec vous quelques trucs à la guitare si vous le souhaitez. Entre votre musique satanique et ma noble quête harmonique, je crois qu'il y a un fossé éthique et stylistique que je ne franchirai pas. Ok, très bien, ce n'est pas faute d'avoir proposé. Ah non, mais j'entends bien, je vous remercie. Mais vous savez, si on ne s'accorde pas sur la musique, l'essentiel, c'est que nous trouvions notre harmonie dans le monde des conspirations. Vous avez raison. On attendra donc un peu pour monter notre groupe. Les Ultra MK, on aurait pu l'appeler. Ça aurait été pas mal, non ? Ouais. Non ? Bon, allez, écoutons le répondeur. Lui, il ne fait jamais de fausses notes. Vous avez un nouveau message. Bonjour, ici Alain de Zerpine. Voilà, je vous appelle parce que je m'intéresse depuis très longtemps à Charles Manson. Jusqu'à pas longtemps, pour moi, c'était assez clair. Manson, c'était un gourou dérangé, un psychopathe qui a manipulé ses disciples pour commettre des meurtres horribles. Mais dernièrement, je suis tombé sur une théorie complètement différente qui dit que ces meurtres s'inscrivent dans une logique beaucoup plus large, qui impliquerait même les services secrets. Alors, je me demandais, est-ce qu'on nous aurait caché des choses ? Est-ce que cette affaire va plus loin que ce qu'on croit ? Et surtout, qu'est-ce qu'il faut en penser ? Voilà. J'ai hâte de vous entendre en parler. Allez, bye. Et merci le bureau des complots. Ah, Charles Manson, le gourou psychédélique, le prophète tordu, l'ombre sanglante qui plane sur la fin des années 60. Un nom qui, plus de 50 ans après les faits, continue de hanter notre imaginaire collectif. Oui, le commanditaire du massacre de Sharon Tate, l'épouse de Roman Polanski, reste une incarnation du mal absolu. Tout ça nous replonge dans une Amérique naïve, celle des cheveux longs, de l'amour libre et des désillusions tragiques. Depuis, des films, des livres, des podcasts à l'appel, chacun y va de sa version. Entre fascination morbide et interprétation à tiroir, on comprend que notre ami Alain ait du mal à démêler le vrai du vraiment trop louche. Alors on va tout reprendre. Le parcours de Manson, ses disciples, son procès, ses liens, supposés ou réels, avec la CIA, les cultes sataniques, la guerre raciale, et voir si la folie d'un homme n'a pas servi de couverture bien pratique à d'autres expériences plus secrètes. Bref, aujourd'hui on plonge dans une affaire où les fleurs du mal poussent dans des pots bien plus officiels qu'on ne le pense.
Charles Manson naît en 1934 à Cincinnati dans l'Ohio. Dès sa venue au monde, le décor est planté. Sa mère, qui n'a que 16 ans à sa naissance, est une adolescente instable, souvent ivre. Elle laisse son fils seul pendant des jours entiers pour aller traîner dans les bars avec des inconnus, se prostituant même parfois pour survivre ou se procurer de quoi boire. Son père biologique, le petit Charles, ne le connaîtra jamais. Sa mère épouse à la hâte un certain William Manson, quelques mois avant sa naissance. C'est lui qui donne son nom à l'enfant. Mais cet homme est plus une ombre qui passe dans la maison qu'une figure paternelle. D'ailleurs, le couple divorce alors que Charles n'a que 3 ans. Quelques mois plus tard, sa mère est arrêtée pour vol à main armée. Elle écope de 5 ans de prison. Charles est alors confié à un oncle et une tante qui vont s'occuper de lui avec une brutalité froide. Une éducation donc à coups de ceinturon, sans un mot tendre, sans une seule étreinte. Et lorsque sa mère est enfin libérée, elle ne récupère pas sa garde. L'État la juge toujours trop instable, trop fragile. Charles est alors placé dans une école spéciale pour enfants maltraités dans l'Indiana. C'est là que la machine commence à se dérégler. Le garçon, déjà cabossé, perd tout repère et très vite il bascule dans la délinquance. À 14 ans, il est arrêté pour vol dans une épicerie. Il est envoyé en maison de redressement. Ce sera la première d'une longue série. Car pendant les années qui suivent, Charles enchaîne les délits. Vol à la tire, cambriolage, menaces, agressions sexuelles. À chaque fois, il est rattrapé par la police, jugé, interné, puis relâché. Il alterne les maisons de correction, les centres pour mineurs, les prisons pour jeunes délinquants. Et à 16 ans, les médecins le décrivent comme, je cite, agressivement antisocial. 2 ans plus tard, un psychiatre note une hypersensibilité pathologique qu'il attribue à une absence totale d'amour et d'affection. Le constat est glaçant. Et pourtant, ça ne l'empêche pas de se marier à 18 ans avec une jeune serveuse qui croit sans doute pouvoir réparer quelque chose chez lui. Le couple a même un enfant dans la foulée, c'est un garçon, et pendant un court moment, Manson essaie de jouer le rôle de père. Mais très vite, ces vieux démons reprennent le dessus et il retourne en prison. Ce n'est pas le genre de vie, bien sûr, que sa femme espérait, alors elle demande le divorce et disparaît de sa vie, emmenant leur fils avec elle. Charles ne les reverra d'ailleurs jamais. En 1958, le divorce est officiel et Charles Manson sort de prison. Il est de nouveau libre. Oui, mais pas pour longtemps. Quelques mois se sont écoulés et il est arrêté pour proxénétisme. Cette fois, c'est très grave car sa victime, en plus, est mineure. Charles Manson est condamné lourdement. Il retourne encore derrière les barreaux et cette fois, il y restera près de 2 ans. Là, dans sa cellule, il se découvre un autre horizon. La guitare d'abord, qu'il gratte pendant des heures. Puis le chant. Il compose, il écrit, il s'imagine sur scène. La musique devient son refuge, son obsession, une manière de se réinventer, de quitter l'image du voyou pour celle de l'artiste maudit. Et puis, il y a les Beatles qu'il découvre et écoute en boucle. Mais chez lui, ce n'est pas de l'admiration classique. Manson est persuadé que les Beatles lui parlent, qu'ils lui envoient des messages codés, mais ça, on y reviendra plus tard. Oui, à ce moment-là, ce qu'il faut retenir, c'est que Manson veut percer et devenir une star. Et malgré les séjours en prison qui s'enchaînent, à chaque sortie, il retente sa chance et démarche les maisons de disques. Il se fait aussi inviter à des fêtes en espérant croiser le bon producteur au bon moment, mais rien n'y fait. Non, sa musique ne séduit pas. Sans doute trop brouillonne ou trop confuse. À moins tout simplement que Charles Manson mette les gens mal à l'aise. Tout ça en tout cas n'est pas très clair. Toujours est-il que les portes des studios lui restent closes. Sa frustration grandit. En 1967, après avoir purgé une dernière peine, sa rancœur est telle qu'il manifeste de plus en plus ouvertement son envie de se venger. Oui, Manson dit clairement que tous ceux qui ont refusé de produire son disque vont le regretter. Et tout en haut de sa liste noire, on trouve un certain Terry Melcher, un producteur qui avait laissé imaginer à Charles Manson une promesse de contrat chez Columbia Records.
Il faut dire que Terry Melcher, à l'époque, c'est le contact à avoir pour percer. C'est une figure montante de la scène musicale californienne. C'est surtout l'homme qui a façonné le son des Byrds, par exemple, un groupe culte du folk rock psychédélique de cette époque. Studio, acteur, patron de label, tout le monde connaît Melcher ou veut le connaître. Melcher navigue entre les dîners mondains, les soirées privées dans les villas de Malibu et le monde hippie, pour lequel il a une véritable fascination. Et c'est alors qu'un soir, il rencontre Manson et sa guitare. Précision à ce propos, Manson est parvenu à se frayer un chemin dans ce milieu, tout d'abord parce que la mode psychédélique fait que dans les villas californiennes des stars, on y trouve autant de junkies paumés que de personnalités fortunées. Et Manson a, paraît-il, un regard envoûtant, une certaine présence scénique et un discours messianique en phase avec la culture psychédélique du moment. Il s'est charmé comme un serpent. Mais musicalement, le producteur Melcher ne le trouve pas au niveau et après avoir été poli, va rompre du jour au lendemain tout contact. Et détail qui a son importance, à ce moment-là, Melcher habite sur les hauteurs de Los Angeles, dans une villa isolée entourée de cyprès, le 10050 Cielo Drive. Retenons bien cette adresse, car bientôt celle-ci va devenir l'une des plus célèbres scènes de crime du XXe siècle. Mais tentons maintenant de comprendre comment Manson est devenu ce gourou, capable de réunir autour de lui des adeptes, sa fameuse famille. Le bureau des complots. À la fin des années 60, à sa énième sortie de prison, Charles Manson découvre une société qu'il ne reconnaît plus. L'Amérique a basculé, les hommes ont des cheveux longs, portent des chemises à fleurs, les slogans pacifistes résonnent dans les rues et l'herbe circule encore plus vite que les idées nouvelles. Manson décide de rester à Los Angeles, la ville de tous les mirages, mais aussi le théâtre de ses dernières incarcérations. Ils se font alors dans cette contre-culture en jouant aux musiciens errants. Et très vite, il attire les regards, des regards fascinés. Des jeunes, surtout des jeunes femmes, en rupture avec leur famille, leur milieu social, leur époque. Elles voient en lui un rebelle, un prophète, un homme différent. Et c'est comme ça que durant l'été 1967, Manson, alors âgé de 32 ans, se retrouve à la tête d'un petit groupe. Une communauté hippie, sans nom au départ, mais déjà bien structurée. Avec lui au centre, dans le rôle du guide, du Messie. Messie, le terme n'est pas excessif, car Manson se présente comme une réincarnation du Christ. Et étonnamment, ça fonctionne. Il parle d'amour, de fin du monde, de musique, avec un charisme brut, une voix douce presque hypnotique. Ça marche surtout sur Zacide. On commence à parler de la Manson Family. Au départ, ils sont 9 adeptes qui dorment, mangent, prient et tripent ensemble. Un noyau dur, mais d'autres arrivent, et bientôt ils sont une vingtaine à le suivre. Ils vivent d'abord dans une grotte, puis dans différents ranchs, et finalement ils s'installent au Spahn Ranch, à quelques kilomètres de Los Angeles, une vieille propriété poussiéreuse qui servait autrefois de décor à des westerns. Le lieu appartient à George Spahn, un vieil homme presque aveugle de 80 ans passés. Il accepte d'héberger toute la troupe en échange de menus services, nourrir les chevaux, réparer les clôtures, entretenir le bâtiment. Mais selon plusieurs témoignages, Manson aurait aussi offert entre guillemets les femmes de la communauté aux vieillards, forçant ses adeptes à coucher avec Spahn pour s'assurer de son hospitalité. Alors de quoi vit la Manson Family à cette époque? Essentiellement de trafic. Drogue, surtout du LSD, un peu de vol aussi. Enfin, pas de quoi faire fortune, juste de quoi survivre. En tout cas, le voisinage ne s'y trompe pas. Il les surnomme les garbage people, littéralement les gens des poubelles, parce qu'ils fouillent les bennes chaque soir pour nourrir la communauté. Jusqu'ici, on parle d'un groupe marginal, un peu allumé, bref, des paumés en quête d'absolu, rien en tout cas qui ressemble encore à une menace pour la société. Et pourtant, si l'on regarde le parcours de Charles Manson dans son ensemble, les éléments sont déjà en place. Un enfant né dans le chaos, très tôt tombé dans la délinquance, qui se met à rêver de gloire, mais se heurte au mépris de ceux qui tirent les ficelles du showbiz. Et c'est ce rejet-là, plus que tout, qui peut tout faire basculer. Et puis il a transformé la Manson Family en une véritable secte. Et derrière ces airs de communauté inoffensive, quelque chose couve. Une tension sourde, un poison lent. Parce que l'histoire, vous vous en doutez, ne fait que commencer. Une question sur les conspirations ? Le bureau des complots.
sommes maintenant le 9 août 1969. Ce soir-là, en plein Summer of Love, 3 membres de la Manson Family, Charles Tex Watson, Patricia Krenwinkel et Susan Atkins, totalement défoncés au LSD, reçoivent de Manson l'ordre de passer à l'acte. « Faites quelque chose de satanique », leur ordonne-t-il. Leur cible, une maison nichée sur les hauteurs de Los Angeles, au 10050 Cielo Drive. Un lieu que Manson connaît bien, pour une raison très précise. Et oui, c'est l'ancienne adresse de Terry Melcher, le producteur qui, quelques années plus tôt, lui avait promis de le rappeler et qui, évidemment, ne l'a jamais fait. Pour Manson, c'est l'homme qui a brisé ses rêves de carrière musicale. Mais au moment de l'attaque, Melcher n'habite plus là. Il a déménagé quelques semaines plus tôt. C'est désormais le cinéaste Roman Polanski qui occupe la maison avec son épouse, la sublime Sharon Tate. Mais ce soir-là, le 9 août, Polanski est à Londres. Sharon Tate, elle, est bien là. Enceinte de 8 mois, elle dîne avec des amis, Jay Sebring, le coiffeur des stars, Wojciech Frykowski, un producteur polonais, et Abigail Folger, une riche héritière. Vers minuit, les 3 membres de la Manson Family pénètrent dans la propriété. Ils sectionnent les lignes téléphoniques, entrent par effraction et déclenchent un massacre d'une violence inouïe. D'abord, ils croisent Steven Parent, un adolescent de 18 ans venu rendre visite au gardien. Celui-ci tente de partir en voiture, mais Watson l'abat de 4 balles sans sommation. À l'intérieur, les choses prennent une tournure encore plus macabre. Les victimes sont rassemblées dans le salon, certaines attachées avec des cordes. Sharon Tate et Jay Sebring, le coiffeur des stars, sont liés ensemble par le cou, suspendus à une poutre du plafond. Sebring tente de s'interposer, de protéger Sharon. Il est abattu d'une balle à bout portant. Puis poignardé à 7 reprises. Abigail Folger est frappée, elle, de 28 coups de couteau. Wojciech Frykowski en reçoit 51. Et Sharon Tate, encore enceinte de 8 mois, elle supplie. Elle implore qu'on laisse vivre son bébé. Susan Atkins lui aurait froidement répondu « Tu vas mourir et tu ne peux rien faire pour empêcher ça ». C'est alors qu'elle la lacère de 16 coups de lame. Et avant de quitter les lieux, Atkins trempe même un linge dans le sang de Sharon Tate et elle trace le mot « pig » sur la porte d'entrée. Une signature macabre et pour l'instant totalement incompréhensible. Au petit matin, la police découvre la scène. Un carnage, mais sans mobile, sans revendication et surtout sans la moindre idée de ce qui vient de se jouer. Le choc est immense. L'assassinat de Sharon Tate, actrice montante et épouse d'un cinéaste mondialement connu, a été assassinée dans sa propre maison. L'Amérique est sidérée. Quant à l'image de Polanski effondré à sa descente d'avion, elle fait le tour du monde. Et ce n'est que le début, car un autre bain de sang se prépare. Et cette fois, Manson est du voyage. Ça tourne pas rond. T'as vu ces conspirations ? Dès le lendemain du massacre, le 10 août 1969, les 3 assassins, Tex Watson, Susan Atkins et Patricia Krenwinkel, prennent la route à bord d'une Ford blanche. Cette fois, ils sont accompagnés par Charles Manson lui-même, ainsi que 2 autres membres de la famille. Ils roulent tranquillement dans un autre quartier de Los Angeles, à une quinzaine de kilomètres de leur carnage de Cielo Drive. Ils cherchent une nouvelle cible. Manson repère alors une villa blanche qu'il connaît. Ce sera là. À l'intérieur vivent Rosemary et Leno LaBianca, un couple sans histoire. Leno dirige une chaîne de supermarchés. Rosemary, elle, tient une boutique de vêtements. En début de soirée, ils ont lu un peu, regardé la télévision avant d'aller se coucher, rien qui annonce en tout cas ce qui va suivre. Et voilà qu'en pleine nuit, Manson entre dans la maison, réveillant le couple en sursaut dans son lit. Leno et Rosemary sont pris de panique, mais Manson les calme rapidement. Il leur dit qu'il ne va pas leur faire de mal, il est uniquement là pour les voler, rien de plus. Leno LaBianca coopère, il espère alors que ça suffira. Mais ce n'est qu'un leurre, une mise en scène pour maintenir les LaBianca dociles, car Manson, une fois sorti de la maison, demande à ses disciples de terminer le travail.
Et là, c'est un nouveau massacre. Rosemary est poignardée à 41 reprises. Leno, son mari, reçoit 8 coups de couteau dans le ventre portés par Tex Watson. Puis l'autre disciple de Manson, Patricia Krenwinkel, s'acharne. Elle frappe l'homme à coups de fourchette dans le ventre. Elle trouve ensuite un couteau de cuisine et l'utilise pour l'égorger avant d'abandonner la lame dans la plaie. Sur le torse de Leno LaBianca, les assassins gravent le mot « war », guerre. Avec son sang, ils écrivent sur les murs « Death to pigs », mort aux porcs, et sur le réfrigérateur, 2 mots énigmatiques, « Helter Skelter ». Une référence directe à une chanson des Beatles. Mais à ce stade, la police n'y voit qu'un détail grotesque dans un cauchemar sanglant. Et ce qui peut étonner, c'est que les enquêteurs peinent à établir un lien avec les meurtres de la veille. 2 scènes d'horreur, mais 2 affaires séparées. C'est leur lecture, en tout cas. Et pourtant, il y a des signes qui devraient attirer leur attention, mais personne ne connecte encore les points. Et puis, après 4 mois d'impasse, le hasard fait enfin bouger l'enquête. Susan Atkins, l'une des meurtrières, est arrêtée pour un délit mineur. En cellule, elle se vante et raconte avec force détail qu'elle a tué Sharon Tate, qu'il a supplié pour la vie de son bébé. Les confidences de Susan Atkins, faites à ses codétenus, remontent vite jusqu'au gardien. Et cela va lui être fatal. Les autorités s'engouffrent dans cette brèche. Certes, la piste est fragile, mais c'est la seule et elle mène rapidement à Charles Manson. Manson est retrouvé dans le désert californien où il s'est planqué avec le reste de la famille. Quand les policiers arrivent, il ne résiste pas, il est calme, presque serein, comme s'il savait que l'histoire ne faisait que commencer. Les disciples de Manson passent aux aveux et la machine judiciaire se met en route et avec elle, une mise en scène qui va faire du procès un véritable spectacle. Parce que le procès Manson, c'est plus qu'un procès. C'est du théâtre. Manson arrive avec les cheveux longs, la barbe en bataille et une croix gammée gravée au couteau sur le front. Il insulte les juges, chante dans la salle d'audience, harangue ses adeptes qui campent devant le tribunal en reproduisant chacun de ses gestes. Mais malgré le cirque, le procureur, Vincent Bugliosi, reste implacable. Son pari, prouver que Manson n'a tué personne, mais que c'est bien lui qui a tout orchestré. C'est l'idée du meurtre par procuration exécuté par des disciples sous emprise. Bugliosi construit une accusation redoutable. Il reconstitue les faits, connecte les 2 nuits de crime, démontre que tout part de Manson, qu'il décrit comme un gourou diabolique. Et le 29 mars 1971, après 9 mois de procès, le verdict tombe. Charles Manson est reconnu coupable de 7 meurtres et condamné à la peine de mort. Une sentence qui sera transformée quelques mois plus tard en prison à vie, après la suspension de la peine capitale en Californie. Mais à ce moment-là, l'essentiel est ailleurs. L'Amérique respire, le monstre est enfermé, l'ordre semble rétabli. Le bureau des complots. On a parlé du procès, on a parlé de Bugliosi, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'après la condamnation de Manson, le procureur ne s'est pas arrêté là. Il va publier un livre. Helter Skelter, un titre qui va devenir culte. L'ouvrage sort en 1974 aux États-Unis. Et il pulvérise tous les records. Plus de 7 millions d'exemplaires vendus. C'est encore aujourd'hui l'essai criminel le plus vendu de l'histoire. Du côté de chez nous, il paraît la même année sous un autre titre, La tuerie d'Hollywood, l'affaire Charles Manson. Et là aussi, le succès est immédiat. Le grand public se passionne pour cette histoire sordide, racontée de l'intérieur par l'homme qui a mené l'accusation. Et pour cause, le livre reprend pas à pas le déroulé de l'enquête et surtout la thèse centrale développée par Bugliosi pendant le procès. Ce qu'on peut appeler aujourd'hui la version officielle. Selon Bugliosi, donc, Manson est bien le commanditaire des meurtres. C'est un manipulateur dérangé, mais redoutablement efficace, qui a su endoctriner une poignée de jeunes paumés pour les transformer en exécutants dociles. Et le procureur va plus loin. Les assassinats ne s'expliquent pas simplement comme l'expression d'une vengeance personnelle contre un producteur qui l'aurait snobé. Non. Ce que Bugliosi avance, c'est une idée délirante, presque mythologique.
Manson aurait voulu déclencher une guerre raciale à l'échelle nationale. Le fameux Helter Skelter, ce terme qu'il emprunte aux Beatles et que l'on a retrouvé écrit en lettres de sang sur le frigo de la famille LaBianca, désigne, selon Manson, une apocalypse imminente, une guerre raciale entre noirs et blancs que lui seul aurait su prédire. Selon Bugliosi, Manson aurait mélangé des passages de la Bible avec les textes de l'album blanc des Beatles, sorti à la fin de l'année précédente, en 1968, pour nourrir cette prophétie. Manson aurait perçu des messages cachés dans ce disque. Il était même persuadé d'ailleurs que Lennon, Harrison, McCartney et Ringo étaient les 4 cavaliers de l'Apocalypse. Et la chanson Helter Skelter, qui figure donc sur le White Album, est dans son esprit le signal du chaos à venir, l'effondrement de l'ordre établi, suivi d'un grand renversement racial. Car pour Manson, dans son délire paranoïaque, les Noirs allaient bientôt prendre le pouvoir et écraser les Blancs. Mais incapables de gouverner seuls, ils allaient finir par se tourner vers lui pour diriger le monde. Et c'est donc pour précipiter cet affrontement que Manson aurait envoyé ses disciples commettre des meurtres dans les beaux quartiers de Los Angeles, avec ce but, faire accuser la population noire pour déclencher cette fameuse guerre raciale. Alors oui, ça tient sur le papier, c'est même brillamment construit, mais quand on regarde de plus près, cette thèse pose un certain nombre de problèmes, Jacobs. En effet, Peters, parce qu'en dehors de l'idée que Manson était fou, capable d'endoctriner les autres, cette théorie ressemble beaucoup à un récit cousu sur mesure, mais rempli de trous. Exact, des contradictions, des zones d'ombre, des pistes ignorées et une volonté assez nette de la part du procureur de figer Manson dans un rôle de démon absolu. Bref, un récit redoutablement efficace pour convaincre un jury et obtenir une condamnation, mais pas forcément la vérité. Un homme, en tout cas, va remonter le fil, tout seul, sans mandat, sans filet, et ce qu'il va découvrir, nous allons le voir, aurait bien de quoi faire vaciller tout le récit officiel. Peur des conspirationnistes ? Faites appel aux spécialistes. Peters et Jacobs. Le bureau des complots. C'est Tom O'Neill, un journaliste obstiné qui va rouvrir l'affaire. Il va interroger les témoins, recouper les pistes et mettre à jour ce que personne n'avait vu ou n'avait voulu voir. Alors, petit bond en avant. Nous sommes en 1999 et donc ce Tom O'Neill est missionné par le magazine Première pour écrire un article sur Charles Manson. L'idée, revenir sur l'affaire 30 ans après et mesurer son impact sur Hollywood. O'Neill dispose d'1 mois pour écrire son article, quelques entretiens, une remise en contexte, rien d'insurmontable. Mais ce texte-là, il ne le rendra jamais, parce qu'à peine l'enquête commencée, quelque chose accroche, et Tom O'Neill ne va plus lâcher le fil pendant 20 ans. Et oui, pendant 2 décennies, il va tout mettre de côté pour interroger des témoins, exhumer des documents, affronter des éditeurs, se ruiner au point de perdre son travail aussi de journaliste et de devenir chauffeur de taxi pour financer ses recherches. Bref, une vie entière à passer dans ce trou noir qu'est l'affaire Manson. Et en 2019, après 20 ans d'investigation donc, il publie enfin son livre intitulé « Chaos, Charles Manson, la CIA et l'histoire secrète des années 60 ». Un pavé dense, précis et explosif. Et tout commence par une question simple. Si le mobile était la vengeance contre Terry Melcher, pourquoi le procureur Bugliosi a-t-il parlé d'une guerre raciale ? Oui, c'est là que ça coince. Quel est le lien entre ce contrat raté et la prophétie délirante du Helter Skelter ? Pourquoi passer d'une rancune personnelle à une vision apocalyptique sur fond de Beatles et de fin du monde ? O'Neill commence par s'intéresser à la relation réelle entre Manson et Melcher. Et ce qu'il découvre est pour le moins troublant. Les 2 hommes se connaissaient beaucoup mieux qu'on ne le pensait et surtout, Melcher aurait continué de voir Manson après les meurtres. À ce moment-là, Manson s'est réfugié avec sa famille dans le désert du Mojave et Melcher leur rend visite. Une question s'impose. Est-ce qu'on va dire bonjour à un psychopathe qui cherche à vous tuer ? Ou est-ce qu'on a, disons, quelques intérêts en commun ? Et c'est là que la première hypothèse d'O'Neill prend forme.
Melcher n'était pas une victime potentielle, mais un client. Manson fournissait des filles, de la drogue, parfois les deux. Il alimentait les soirées privées du gratin hollywoodien et Melcher en profitait. Alors dans cette logique, pourquoi exclure que d'autres, y compris Roman Polanski, aient trempé dans ces trafics? La réputation sulfureuse du réalisateur était déjà bien installée et les liens entre ces milieux n'étaient un secret pour personne. La théorie prend du poids quand O'Neill découvre, via un ancien collaborateur du procureur Bugliosi, qu'un ensemble de dossiers du FBI a été détruit juste après l'arrestation de Manson. Des documents liés à une opération secrète antidrogue qui visait justement des dirigeants des studios Paramount. Paramount, le studio qui venait tout juste de produire Rosemary's Baby, le film de Polanski. Alors une question se pose à ce stade. Le procureur a-t-il volontairement écarté certaines pistes pour protéger des personnalités influentes, des gens puissants, présents en mauvaise soirée, au mauvais moment? Hollywood, à cette époque, c'est un petit monde, et certains noms reviennent en filigrane dans les témoignages. Des producteurs, des acteurs, des patrons de studios. O'Neill reste prudent, il ne jette personne en pâture, mais ce qu'il suggère, c'est que certaines sommités de l'industrie cinématographique avaient peut-être beaucoup plus à perdre qu'on ne l'a dit. Peters et Jacobs, le bureau des complots. En poussant ses investigations, Tom O'Neill met à jour des éléments qu'il n'aurait jamais soupçonnés. Et peu à peu, au fil des témoignages, un nom revient. Un nom discret, absent des procès, mais qui semble hanter l'affaire Manson comme une ombre persistante. Ce nom, c'est Reeve Whitson. Officiellement, cet homme n'existe pour ainsi dire pas. Pas de photos, pas de traces dans les archives publiques, et pourtant, en creusant, O'Neill tombe sur plusieurs personnes qui évoquent ce personnage. Et c'est à partir de là que O'Neill change de braquet. Il commence à tirer sur ce fil invisible, et ce qu'il découvre, c'est que Reeve Whitson, il aurait été un agent de la CIA intégré à un programme bien réel et documenté, le programme KO. Un programme de contre-espionnage interne lancé à la fin des années 60. Le but de KO, infiltrer les mouvements contestataires, Black Panthers, hippies, pacifistes, militants anti-guerre. Il ne s'agit pas seulement de collecter des informations, mais aussi de manipuler, d'influencer, de fragiliser ces groupes de l'intérieur. Et d'après O'Neill, c'est dans ce cadre-là que Reeve Whitson s'est infiltré au sein de la Manson Family. Pas pour intervenir, mais pour surveiller et peut-être laisser les choses déraper. Et là, tout s'éclaire, ou plutôt tout s'obscurcit, car KO n'était pas une opération isolée. C'était en fait un sous-programme du fameux projet MKUltra. On a déjà traité du sujet dans le bureau des complots. Pour rappel, MKUltra, c'est ce célèbre programme secret de la CIA, lancé dans les années 50, qui visait à développer des techniques de manipulation mentale et de contrôle de l'esprit. Et tous les moyens étaient bons pour y parvenir à MKUltra. Drogue, psychotropes, isolement sensoriel, hypnose, injection forcée, électrochoc, séances de désorientation mentale et même administration de LSD à des sujets sans leur consentement dans des hôpitaux, des prisons, des universités. Rien n'était trop extrême et surtout, rien n'était vraiment encadré. Et O'Neill commence à relier tous ces points. Reeve Whitson, espion de la CIA infiltré chez Manson. La Family, une communauté hallucinée sous LSD. Le Spahn Ranch, transformé en laboratoire à ciel ouvert. Et en fouillant les relations de Whitson, son enquête va dénicher quelque chose d'encore plus gros. À force de recherche, Tom O'Neill va tomber sur le nom d'un proche de Whitson, l'espion infiltré de la CIA, un certain Louis Jolion West. Lui, c'est un psychiatre, professeur à l'Université de Californie et, accessoirement, il aurait participé au programme MKUltra. Ce Dr West n'est pas un simple rouage de ce programme, il en est l'un des principaux cerveaux. Et ce qui intéresse O'Neill, c'est qu'en 1967, pile au moment donc où la Manson Family commence à prendre forme, le Dr West quitte brusquement Los Angeles et ses bureaux de l'université UCLA pour s'installer à San Francisco. Il y ouvre alors une structure présentée comme une clinique gratuite à destination des jeunes hippies du quartier de Haight-Ashbury. Son nom,
la Haight-Ashbury Free Medical Clinic. Officiellement, on y soigne gratuitement les marginaux, les drogués, les paumés du Summer of Love. Officieusement, O'Neill découvre qu'on y pratique des expérimentations sans consentement éclairé. Le but secret de cette clinique, surveiller les effets du LSD sur des jeunes en rupture. Le Dr West était là pour analyser leur comportement. Tout cela dans le cadre de MK-Ultra, encore une fois. Et parmi les visiteurs réguliers de cette clinique, qui retrouve-t-on ? Charles Manson, bien sûr. Ainsi que plusieurs membres de sa famille. Tous repérés, fichés, parfois suivis de très près. Mais ce n'est pas tout. À cette même époque, l'agent de probation de Charles Manson, celui donc qui est censé surveiller ses faits et gestes, travaille également à la Free Clinic. Son nom, Roger Smith. Et là encore, Roger Smith n'est pas un agent de probation classique. C'est un chercheur en criminologie qui mène des études sur les liens entre drogue et criminalité. Lui aussi s'intéresse aux effets du LSD, mais surtout pour ce qui concerne les comportements violents. Et il étudie plus spécifiquement les membres de gangs. Et ce que O'Neill découvre, c'est que ce Roger Smith va tout faire pendant cette période pour que Manson reste en liberté. Il couvre ses délits, minimise ses infractions et l'empêche à plusieurs reprises de retourner en prison, comme s'il voulait finalement le garder sous observation. Et là, une hypothèse vertigineuse prend forme. Et si Charles Manson avait été, sans même le savoir, le cobaye d'une expérimentation secrète ? Un sujet suivi de près par Roger Smith, encadré par le Dr West, surveillé par Whitson. Et tout ça avec la complicité des autorités. O'Neill avance que Manson exerçait toute la panoplie du contrôle mental sur ses disciples, isolement, rupture des repères, usage massif du LSD, soumission par la peur. Alors oui, il jouait au gourou, mais le faisait-il finalement par lui-même ou bien dans le cadre d'une expérimentation secrète conduite par l'État ? Tom O'Neill, lui, conclut. Quand l'expérience a dérapé, quand Manson a transformé ses adeptes en tueurs, un récit officiel de substitution a été construit dans l'urgence. Et cette fameuse théorie de la guerre raciale a permis de créer un nuage de fumée. Comme le dira un ancien inspecteur de la police de Los Angeles, interrogé par O'Neill, je cite, « Cette histoire de race, personne n'y croyait vraiment dans la police, mais elle a arrangé bien tout le monde. » Alors, mythe ou manipulation, réalité dérangeante ou fiction paranoïaque, une chose est sûre, la version officielle a des failles. Et comme vous le savez que trop bien, mon cher Jacobs, il suffit parfois d'un accord dissonant pour que toute la mélodie devienne un cauchemar. Et oui, toutes ces incertitudes ont de quoi donner le tournis. C'est l'heure de conclure. Alors voilà, Charles Manson, un nom devenu synonyme de folie, un homme transformé en icône de l'horreur, mais un homme bien réel et enraciné dans les contradictions de son époque. Et cette époque, justement, c'est peut-être elle le vrai sujet. L'Amérique des années 60, ses expériences secrètes, ses guerres internes, ses élites qui paniquent, ses agences de renseignement qui testent des idées qu'on n'oserait même pas mettre dans un roman. Et là-dessus, on répond à Alain qui nous demandait « Est-ce que cette affaire va plus loin que ce qu'on croit ?» La réponse, eh bien c'est oui, forcément. Oui, parce que même la version officielle est déjà complètement dingue. Un gourou sous LSD, des hippies armés de couteaux, des messages codés dans des chansons des Beatles, rien que ça, c'est déjà une folie. Mais si Alain nous demande s'il faut croire les yeux fermés à la version de Tom O'Neill, on se doit de lui répondre non plus. Son livre est une enquête aussi brillante que convaincante par bien des aspects, mais ce n'est pas non plus une vérité révélée. Et c'est précisément pour ça que ça nous fascine, parce qu'entre la version procès et la version chaos, il y a ce flou, ce vertige, ce terrain instable où se loge le doute, là où les complots naissent, là où l'histoire officielle, même bien ficelée, commence à craquer. Alors non, Alain, on ne sait pas exactement ce qui s'est passé à Cielo Drive, mais on sait une chose, on ne nous a pas tout dit, et peut-être qu'on ne nous le dira jamais finalement, et c'est exactement pour ça qu'on a ouvert ce bureau. Tout à fait, et là, je sens venir la question, Jacobs. Vous allez me réclamer la maxime du jour, non ? Mais comment l'avez-vous deviné ? Je suis si prévisible que ça ? Disons que vous êtes d'une constance admirable. Alors voici, au bureau des complots, on préfère gratter les arpèges du doute que chanter les refrains officiels. Ah, pas mal. Je prends ça comme un encouragement à persévérer dans la guitare classique.
Et dès que j'aurai dompté ma gamme pentatonique, on se retrouve pour une nouvelle conspiration. D'ici là, vous qui nous écoutez, ne croyez pas tout ce que vous entendez. Et faites plutôt appel au bureau des complots. Ça, c'est vraiment le bureau des complots. Peters et Jacobs